MONUSCO, 15 ans de présence en RDC, oui, avec le bilan aussi, parce que l'année prochaine, en 2015, le représentant des Nations Unies en RDC signale qu'il va réduire sensiblement la présence de la MONUSCO ici avec des troupes en baisse. Ils ont choisi l'Est pour s'installer, notamment à Beni où les drones sont déployés maintenant. Qu'est-ce que ces drones vont pouvoir constater? Est-ce qu'il y aura dénonciation directe de ce qu'on voit la nuit et surtout ceux qui traversent parfois avec des camions banalisés? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les journalistes en place, parce qu'en ce moment, ce sont les tractations pour la continuité de la MONUSCO pour un an encore en République démocratique du Congo. Échéance électorale, oui, il y a déjà des préparatifs parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a 11 millions qu'on prépare pour donner, mais seulement s'il y a calendrier électoral global, alors qu'il y a 300 millions à déplacer, 300 millions de dollars pour organiser cette élection. Donc, est-ce que les 11 millions méritent des conditionnalités aussi importantes? Au même moment d'ailleurs, la sécurisation des élections en place. Il y a aussi le comptage, pour ne pas dire l'identification des Congolais avec l'organisme dirigé par le professeur Lumanou. Pendant tout ce temps-là, les partis politiques, eux, en distraction. À la majorité, on ne compte pas ceux qui vont chez Mugabe, comme le PPRD, ceux qui se disent un peu en marge ou en biais. Et à l'opposition, ce sont les coups qu'on se tire dans le pacte. À l'UDPS, deux bases se sont envoyées des communiqués, celles qui dénoncent Félix Tshisekedi et Mavungu, celles qui soutiennent Etienne, le papa, et les autres. Et puis, à l'UNC, oui, le secrétaire, enfin, l'un des fondateurs qui s'appelle Vitakira a donné de la voix cette semaine. Il dit in extenso où on aborde le débat des fonds, où l'UNC va droit dans le mur. Parce que la dernière nouvelle, c'est que le dialogue exigé par Vital Kamerhe, il n'est plus encore chaud pour le dialogue. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. En place, les journalistes, les grosses têtes, Daniel Safou, hein, le chouchou de ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi en province. On a ajouté 3 antennes, notamment dans le Kasaï occidental, Chikapa, jusqu'à Moueka là-bas. On est très visible. C'est bon. Tout va bien? Surtout à Moueka, où se passe trop de problèmes. Et nous sollicitons la sagesse des Bochab. La sagesse? Oui, oui. Il se passe des choses à Moueka. C'est d'ailleurs la manchette de mon journal de mercredi. Je n'ai pas porté atteinte à sa dignité, mais par contre, j'ai fait la promotion de son caractère scientifique. Aussi, scientifique? Oui, c'est un scientifique, qu'on se le dise. Mais il ne doit pas se mettre scientifique en tant que tel, mais il doit aussi être un scientifique qui résout les problèmes de son coin. Il se passe des problèmes à Moueka. C'est le Bochab. C'est leadership depuis Kinshasa ou c'est leadership localement? Non, pas seulement le leadership. Là, nous allons tomber dans un débat sans fin. Je pense, on l'interpelle en tant que sage du coin, qui a assumé de grandes responsabilités au pays, de réglementer les choses. Hein? Il a la possibilité d'appeler l'un ou l'autre et mettre sous la parlez à demi-mot, vous allez développer tout à l'heure. Hein? Ludo Balekelai, pouvoir du peuple. JMK, merci. Je dois vite rectifier ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure, c'est que, contrairement à ce qu'il dit, il n'y a pas de problème à Moueka. Nous sommes dans un contexte de démocratie. Les fils et filles de ce territoire peuvent s'exprimer. C'est un débat de fond. Mais pourvu que le tout se fasse pour l'intérêt supérieur de la population de Moueka. Moueka, c'est un territoire qui était jadis considéré comme le grenier agricole, donc des deux Kasaï. On a donc tout intérêt à voir les choses se passer dans le bien, tout en privilégiant la liberté d'expression des uns et des autres, mais dans le respect de la gérontocratie, mais aussi des valeurs fondamentales qui constituent la matrice. Visible, en clair. Ce qui est vrai, Bochab est sage. Là, on ne m'a pas contredit. Bon, on ne va pas faire l'émission sur la sagesse. Bochab, c'est une analyse, on va dire, des faits d'actualité. Bienvenue, Bakomami. Oui, toujours en place. On reviendra longuement sur le caractère patriotique, ou ne pas dire nationaliste, de la délégation congolaise qui est en déplacement à Kampala ce week-end pour aller récupérer, on va dire, parmi les M23, ceux qui sont éligibles avant les 15.
Absolument. Contrairement à ce qu'on a pensé, Kigali et Kampala particulièrement avaient quasiment lancé un ultimatum à la République que venez chercher le vôtre avant les 15. Sinon, ils vont être des réfugiés. Nous connaissons la stratégie. Heureusement, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Il est descendu sur place. Et je sais que là, on a déjoué toute la stratégie mise en place et c'est très intéressant pour la diplomatie congolaise. Il faut quand même trier là-dedans. Hein. On ira prendre les 330, ça c'est ce qui est une bonne chose. Oui. Hein, les rebelles professionnels, ceux qui ont été dans l'AFDEL, RCD, CNDP, M23, ceux-là, leur place c'est à la prison, ils n'ont pas été amnistiés. S'ils veulent devenir des réfugiés, nous savons ce que Museveni veut en faire. Au moment opportun, on va apporter à la place publique ce qu'il veut en faire. Donc pendant cette émission. Mais par rapport à Mweka, Bochab, vous en savez quelque chose sur Mweka aussi. Bochab, c'est une icône. Et quand on parle de lui, c'est parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. D'accord. Et Bochab est actuellement au Zimbabwe, invité d'honneur des ANUPF, parce qu'il se passe aussi des manifestations très importantes là-bas par rapport à la suite des ANUPF. Il y a Madame Mugabe, il y a aussi les cadres du parti qui sont en congrès en ce moment. Tout à fait. Harold Badibanga, toujours en place, fidèle au poste. Toujours en place au service de la République avec un doute. À quel niveau? Par rapport au retour par la délégation congolaise avec un seul ex-M23. En tout cas, un seul. En tout cas, je doute encore qu'au retour de François Mwambé Consort, qu'on nous ramène un seul ex-M23. Pourquoi? On pourra nous dire qu'à l'arrivée de la délégation RD congolaise à Kampala, les gens ont fui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Ces gens-là, il n'y a jamais eu de Congolais. Ce sont des Rwandais, des Ougandais, à qui l'on a donné des armes pour aller combattre. Depuis que le Congo demande que Kunda Batoire vienne, que les ex-CNDP viennent. Lorsqu'on nous en a donné un, on nous fait croire qu'ils sont dans des campements, ils sont arrêtés, mais lorsqu'on veut établir une commission d'enquête qui ne soit même pas congolaise, qui vienne de l'ONU, on ne permet pas. Pourquoi? Il n'y a pas un seul détenu ex-NDP, ex-M23. Ce sont des Rwandais qui c'est la coule douce, qui passent nuit chez eux. En tout cas, je doute encore à 1000% qu'on nous ramène un seul Congolais, ex-M23. Mais donc la communauté internationale qui doit être au courant de ceci. Elle est au courant, elle est complice. Elle est au courant, elle est complice, c'est elle qui a armé le M23 et tout ce qui est fait comme manœuvre dans ce coin-là avec Kagame, Yoweri Kaguta Museveni n'est conçu, vous vous en doutez bien, ni à Kigali, ni à Kampala. C'est conçu quelque part. On leur dit, attendez, il n'y a pas de problème. Nous allons vous donner quelle stratégie pour vous jouer de ces Congolais-là. Heureusement que de ce côté, il y a des cerveaux, il y a des gens qui savent aller au-delà de ce qu'eux peuvent penser. Mais comme ils ne se fatiguent pas, nous leur disons que nous sommes au front, nous ne nous fatiguerons jamais parce que nous accepterons de tout perdre, sauf le Congo. Je peux ajouter quelque chose par rapport au dossier. Oui, nous avons suivi la mise en demeure du président ougandais à l'endroit du gouvernement congolais. C'était une pression ou un chantage? C'est un chantage, mais qu'il faut prendre au sérieux parce que nous savons que ces deux pays limitrophes, le Rwanda et l'Ouganda, ont toujours des velléités hégémoniques sur la région, mais principalement sur le Congo, dont on envie les ressources naturelles. Et en ce qui concerne les combattants ex-M23 qui sont en Ouganda, évalués à plus ou moins 1600, dont 330 ont déjà été amnistiés. Au Rwanda, il y en avait, je crois, 420, 220 ont déjà été amnistiés, et que le prétexte de la pression que le président ougandais veut faire sur le Congo n'a pas sa raison d'être. S'il prétend, par exemple, que le gouvernement congolais pour quelque chose dans le retard pris jusqu'à ce sujet, je crois que les envoyés spéciaux de la communauté internationale qui étaient ici le 7 novembre dernier ont congratulé le gouvernement congolais en ce qui concerne ses engagements par rapport à cette question. Harold a bien dit, parmi ces ex-M23, il y avait les Rwandais, les Ougandais, les Érythréens, il y avait au moins 6 nationalités qui étaient là-bas. Et donc le Congo... On peut dire des mercenaires. Des mercenaires recrutés par le M23 avec les différents sponsors de cette ex-rébellion pour pouvoir
multiplié les veuves et les orphelins chez nous. Et le gouvernement congolais n'avait pas amnistié des non-congolais. Les Congolais, on a examiné au cas par cas la situation de chacun. Et d'ailleurs, si vous regardez d'une manière générale la situation des personnes emprisonnées au Congo pendant cette période, c'est le M23 qui gagne vraiment la plus grande part en termes de libération, en termes d'amnistie. Et donc, on n'a pas à faire ce chantage-là. D'ailleurs, lorsque le président ougandais prétend qu'au-delà du 12 décembre, il va accorder comment on dit, le statut de réfugié politique à ces ex-rebelles, je crois que c'est déchirer en 1000 morceaux la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés politiques et même le protocole de Washington de 1967 qui stipule les deux textes d'une manière générale que est reconnu réfugié politique toute personne se trouvant dans un pays étranger et qui craint une certaine persécution pour raison de sa race, pour d'appartenance à une race, à une religion, pour ses convictions politiques, ou même appartenance à un groupe social. En ce qui concerne les ex-M23, je ne vois pas une épuration technique, ethnique qui s'effectue en République démocratique du Congo et qui constituerait une menace pour ces gens-là. Parce que ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas chez eux. C'est un prétexte. Si le président ougandais veut s'en servir à autre chose, je crois que l'avenir nous le dira, mais je crois que cette aventure ne pourra plus passer au Congo, surtout lorsqu'on sait que l'Ouganda a été condamné par la justice internationale pour agression contre la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, qui n'a jamais été payée. Voilà, donc ça ne va plus passer. Très rapidement, qu'on entre dans le sujet, oui, justement pour un peu donner de l'eau au moulin des confrères qui viennent d'analyser avec à propos cette évolution de l'information au niveau de l'Ouganda. Le modus, je crois que nos amis rwandais, ougandais ont perdu un épisode. Le modus operandi est suffisamment maîtrisé par l'ensemble des Congolais, par l'ensemble de la communauté internationale. Très souvent, il prend un groupe d'individus qu'il présente comme des Congolais, il leur octroie le statut de réfugiés, il les arme et le déverse sur le territoire congolais. On a déjà compris. C'est pourquoi cette délégation est partie là-bas. Parce que lorsqu'on ira là-bas, on va constater, il y a des rapports qui existent, on va constater que dans les camps de regroupement, il n'y a plus personne. Dans le camp. Ils sont rentrés chez eux. Il n'y a même pas de cancré là. Ils vivent dans leur village, ils vivent dans leur famille. Ils sont rentrés chez eux. Et ce qui fait que cette délégation, vous vous rendez compte même que... va être baladé de quoi en quoi. Le Rwanda n'est même pas pressé à la recevoir. Le Rwanda, qui comprend que les autres ont compris, multiplie des subterfuges pour que la délégation congolaise ne puisse se rendre à Kigali. Mais Museveni, comme il aime jouer au kamikaze, il aime jouer un peu au téméraire, il a accepté, venez comme ça, il va rassembler à la va-vite quelques individus, mais les jeux sont déjà connus. Qui refuseront du reste de rentrer chez eux au Congo. Parce qu'ils vont prétendre qu'ils sont en insécurité ici, même si... Ils n'étaient pas venus à la réunion d'évaluation d'ailleurs. Ils ne viendront pas. C'est clair, Jean-Marie, qu'aujourd'hui, le piège est en train de se refermer sur ceux qui l'ont mis en place, c'est-à-dire Kigali et Kampala, parce que simplement, à Kinshasa, on a commencé à comprendre. On a mis du temps, mais... Et on décrypte ligne par ligne. Oui, ligne par ligne, morceau par morceau, on comprend comment ça fonctionne et on comprend comment on peut déjouer. Merci beaucoup. L'autre décryptage à faire, c'est la volonté affichée maintenant par la MONUSCO d'en finir avec les incursions, notamment nocturnes, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, parce qu'on dit les NADEF traversent là-bas notamment, certains portent des tenues, des FARDC, etc. Maintenant, on déploie les drones. Quelle est pour vous l'efficacité de ces opérations? Parce que bon, on en a, après avoir perdu quelques drones aussi, 2 ou 3, sur l'aéroport de Goma là-bas, est-ce que c'est qu'on va déployer maintenant à la frontière, à Béni principalement, ça va dissuader? Et quand bien même on voit des choses, on écoute des choses parce que la MONUSCO a déployé les antennes aussi pour écouter. Est-ce que ça va marcher ou c'est encore pour un peu séduire les Congolais pour dire voilà, on s'occupe de vous? Non, lorsqu'on parle de drones, ça donne l'impression que c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au fait, c'est quoi la finalité pour les drones? C'est prendre des photos et certaines informations. Et ces photos-là ne peuvent nous servir que dans nos états-majors. Et dans l'entendement, n'est-ce pas, du citoyen, on se dit comme si on a des avions. C'est un bouclier. Non. Comme à l'époque de la guerre des étoiles. Non, c'est juste un moyen à la fois technique
pour des états-majors, c'est-à-dire qu'ils peuvent analyser les photos que les drones peuvent, n'est-ce pas, récupérer. C'est un moyen technique et stratégique. C'est purement militaire. C'est purement militaire parce que ce que les drones pourra prendre comme photo, ça retourne, n'est-ce pas, dans les états-majors, que ce soit, n'est-ce pas, de notre armée, aussi pour. Mais il y a des drones aussi qui sont équipés, qui peuvent frapper. Non. Les Américains tuent avec des drones. Hein. C'est difficile. C'est rare.